Merci. Bienvenue à tous pour ce nouveau déjeuner sur les questions de stockage et de flexibilité. Pour rappel, n'hésitez pas à vous renommer pour que nous puissions bien vous répondre lorsque vous poserez les questions et n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, nous pourrons y répondre à la fin du webinaire. Comme chaque semaine, une petite présentation de qui nous sommes. Nous sommes les réseaux Géclair et Générateur, les réseaux d'accompagnement pour l'énergie citoyenne et pour les collectivités dans le développement des énergies renouvelables en Grand Est. Le réseau Géclair et Générateur, c'est un réseau qui est constitué de 3 associations, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, Lorraine Énergie Renouvelable en Lorraine et Alter Alsace Énergie. Pour l'Alsace, nos missions, promouvoir les économies d'énergie et les énergies renouvelables pour un Grand Est 100% renouvelable. On se retrouve donc chaque semaine autour des DGENR et vous voyez ici le calendrier pour cette année 2026. Donc le mois prochain, nous viendrons vous parler un petit peu des appels d'offres simplifiés. Donc les nouveaux appels d'offres pour les projets photovoltaïques entre 100 et 500 kW. Je pense que ça intéresse pas mal de personnes dans la salle puisque ces nouveaux appels d'offres datent simplement de l'été dernier. Donc on fera un petit décortiquage. On va essayer du dossier à monter. Et vous voyez tout au long de l'année, en avril, énergie renouvelable des paysages, etc., etc. On espère vous voir à chaque rendez-vous les deuxièmes lundis du mois. Sinon, pour février, on a 2 formations à vous proposer. Une à Rayon, pour proposer par les centrales villageoises sur les petits parcs photovoltaïques au sol, et une à Strasbourg le 24 février sur l'autoconsommation collective, ouverte aux agents de collectivités élus et collectifs citoyens. On voulait également vous parler du cycle d'événements que nous souhaitons lancer sur les questions de réseau et de stockage. Donc le DGENR d'aujourd'hui est finalement le premier événement sur le cycle réseau et stockage avec une introduction aux besoins de stockage et flexibilité du réseau qui sera fait par les intervenants du jour. Le 8 avril à 18h30, nous aurons la chance d'avoir Marc Jelitska, expert chez Negawatt, qui viendra nous parler des différentes solutions de stockage. Et en juin, nous vous proposerons un webinaire autour des services systèmes rendus au réseau par les systèmes de stockage et mécanismes d'ajustement. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 experts de chez l'ADEME pour venir nous parler des besoins en stockage et en flexibilité du réseau. Donc monsieur Étienne Latimier et monsieur Pierre Sacher qui ont mené des études dont ils vont vous faire part sur les besoins en stockage et en flexibilité du réseau. Donc je vais tout de suite laisser la parole à monsieur Latimier et monsieur Sacher pour nous présenter leurs études et leurs conclusions. Merci, merci, bonjour à tous. Donc oui, pour nous présenter rapidement déjà avec Pierre, donc on est à l'ADEME au sein du service électricité renouvelable et réseaux, donc on a un service qui va regarder un petit peu les enjeux autour de la massification des renouvelables dans le mix de production français. Et nous, au sein de ce service, on regarde les questions autour de l'adaptation du réseau, développement des solutions de stockage. Donc on va regarder ces sujets de l'évolution du mix de production français, mais on va aussi regarder tout ce qui touche à l'électrification des usages et donc à l'adaptation nécessaire pour l'accroissement de la consommation électrique, d'origine électrique qu'on présage sur les réseaux via cette électrification d'usage. Donc pour démarrer, donc faire cette introduction, on va dire, au sujet de la flexibilité. Un premier slide autour de ce contexte global. Donc pourquoi on va parler de flexibilité, de besoin d'évolution de flexibilité, de besoin de développement de stockage sur le réseau pour répondre à un nouvel équilibrage entre l'offre et la demande, c'est qu'on a un contexte qui est favorable
à l'électrification des usages et à la pénétration plus forte de ces productions d'origine renouvelable. Donc, tout d'abord, d'un point de vue électrification, vous le savez, c'est un levier très important de la décarbonation française, qui consiste à passer des usages thermiques à de l'usage électrique. Les meilleurs exemples étant autour de la mobilité propre avec le développement et voilà le passage vers l'électrique de la mobilité. On parle aussi du chauffage, hein, donc le chauffage électrique est déjà bien développé en France, mais il y a l'arrivée de la pompe à chaleur qui va permettre aussi de passer à l'électrique des usages thermiques pour le chauffage résidentiel notamment, puis bien évidemment la décarbonation de l'industrie. Et donc pour répondre à cette croissance de la consommation électrique en France, des solutions mises en avant sont bien sûr les renouvelables entre autres parce que ce sont des solutions matures, plutôt économiques et à déploiement rapide pour pouvoir répondre à cette croissance sur les prochaines années. Autre point important qui souligne aussi cette croissance de l'arrivée des renouvelables dans les mix de production, c'est le développement assez fort de l'autoconsommation individuelle, même si très récemment les arrêtés tarifaires vont très certainement mettre un petit coup de frein à cette évolution-là. On repère quand même que sur les dernières années, ça a été une croissance très forte, notamment marquée par une volonté d'équipement par les consommateurs suite à l'augmentation des tarifs de l'électricité. Une enquête réalisée par l'ADEME montre que en 2023, 67% des Français s'intéressaient à produire et à autoconsommer de l'électricité, même si elle devait leur coûter plus cher. Et on voit que dans les faits, sur les 2 années 2023 et 2024, on a eu une croissance de 54% du nombre d'installations d'autoconsommation individuelle photovoltaïque. Euh, et par-dessus ça, on a effectivement aussi un cadre réglementaire qui est favorable, notamment pour les plus gros bâtiments, avec les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments neufs qui s'élargissent aux bâtiments existants en 2028. Il y a l'obligation de solarisation des parkings et il y a également le décret tertiaire qui demande à une baisse de la consommation vis-à-vis du réseau des bâtiments qui sont concernés par ce décret. Et l'autoconsommation est du coup un point important pour eux parce que ça permet de répondre à cette baisse de consommation vis-à-vis du réseau puisque ce qui est directement autoconsommé n'est plus comptabilisé, on va dire, au regard de ce décret. Euh, Par la suite, je vous montrer juste ce petit graphique. Donc, ça vient des données RTE hein, qu'on trouve sur leur site Ecodomix, juste pour vous montrer que la pénétration des renouvelables est déjà assez forte et qu'on a déjà un équilibrage du système qui doit être revu. Là, vous avez un exemple de la journée du 24 juin 2025. Alors, j'ai pris cette journée-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres qui montre, voilà, à gauche, vous avez la courbe de production solaire en France sur cette journée-là, et on voit un très fort écrêtement de la production. C'est 5 gigawatts de solaire qui est écrété en cœur de journée. Donc ça représente voilà, une très grosse part de la production qui est, on va dire, en quelque sorte abandonnée. Et en contrepartie, à droite, on voit la même journée, mais les comptes de production d'électricité via les usines thermiques à gaz. Et on voit que bon, on a une production qui est très faible toute la journée, un petit talon de production qui permet de maintenir les usines, on va dire, allumées et capables de répondre à la charge qui va leur demander en fin de journée. Et là, on voit qu'il y a voilà, une production qui est assez forte le soir avec un pic euh, au-delà du gigawatt en fin de journée, et notamment avec des pics qui sont un peu marqués à 21h, à 23h, qui correspondent aussi au moment où les heures creuses se mettent en place et donc on va dire au moment où les ballons d'eau chaude se mettent à fonctionner pour réchauffer au cœur de la nuit. Donc on voit qu'on a une bonne partie de la consommation solaire qu'on n'a pas utilisée en journée, mais qu'on a une utilisation de gaz en soirée pour répondre à des usages qu'on potentiellement on aurait pu déplacer en journée, mais qu'on n'a pas fait. Euh, donc voilà, donc ça me permet d'introduire ce qu'est la flexibilité. Donc déjà pour une question très de définition, ce qu'on va appeler flexibilité, c'est la capacité à ajuster la production, la distribution et la consommation d'électricité pour répondre à des fluctuations de la demande et de l'offre sur le réseau électrique.
Donc on va parler bien de déplacement de consommation. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qu'on va appeler de la maîtrise de l'énergie, donc consommer moins. C'est-à-dire que régler son thermostat à 19 degrés pour consommer moins d'énergie, on ne va pas appeler ça de la flexibilité, mais bien de la maîtrise de l'énergie. Quand on parle de flexibilité, c'est bien de déplacer un usage d'un moment à un autre de la journée pour pouvoir profiter notamment de prix plus faibles d'électricité ou juste pour pouvoir lever des contraintes qu'on pourrait avoir sur le réseau. Historiquement, flexibilité, c'est pas nouveau, hein. Historiquement, ce décalage côté offre, il a été assuré par les usines, enfin les usines de production d'origine thermique pour répondre aux pointes de consommation. C'est aussi assuré par les barrages, les steppes, et c'est aussi assuré par les interconnexions qu'on a avec les pays étrangers, donc qui permettent du coup d'apporter plus de capacité au moment où on a des consommations fortes. Et à l'inverse, du côté de la demande, on s'est beaucoup appuyé historiquement sur l'effacement des électrons intensifs pour pouvoir réduire les pics de consommation. Et côté, on va dire, résidentiel, bah, c'est les tarifications hors pleine heure creuse qui permettent de piloter, de décaler certains usages, et donc le plus connu étant, le plus utilisé étant les ballons d'eau chaude qu'on va décaler en heure creuse la nuit au moment où les consommations sont plus faibles, de manière à éviter d'avoir des congestions trop fortes au moment des pics. Euh, pour poursuivre, du coup, la flexibilité, c'est un moyen du coup de lisser les points de consommation et d'absorber des pics de production. Là, le but ici, c'est de vous donner quelques chiffres. Euh, donc, le développement rapide des centrales de production renouvelables et l'électrification des usages fait que, en fait, la flexibilité qu'on a historiquement, il va falloir la faire un petit peu évoluer, parce qu'on va avoir besoin de plus grande capacité de modulation de ces puissances-là, parce qu'on va avoir une production qui est un peu plus modulée dans le temps, parce que la production renouvelable, c'est bien que on ne choisit pas le moment où ça produit voilà pour le solaire en cœur de journée et pour l'éolien quand on a des vents favorables. Donc il va falloir arriver aussi à être plus modulaire d'un point de vue de nos consommations et notamment de ces nouveaux usages. Euh, on commence un peu à faire évoluer le système, notamment avec l'arrivée des heures creuses en journée pour pouvoir utiliser un petit peu ces plages abondantes d'électricité et d'électricité d'origine solaire. Euh, on peut aussi avoir recours un peu plus à l'autoconsommation, améliorer son d'autoconsommation. Ça permet déjà on va dire, en quelque sorte, de libérer des contraintes sur l'acheminement via le réseau, et ça permet aussi d'accroître la rentabilité de ces installations. Euh, donc, pour vous donner un ordre de grandeur, historiquement, on a fait appel jusqu'à à peu près 6 gigawatts de capacité de consommation pour la capacité de modulation via les industriels et les tertiaires. C'est un petit peu diminué, ça recommence à augmenter. On est aux alentours des 4,55 aujourd'hui, alors qu'on a un gisement technique tel qu'on a estimé dans une étude en 2017 qui est en train d'être remise à jour entre 6,5 et 9,5 gigawatts la capacité d'effacement chez les industriels et chez les tertiaires. À ça, on peut rajouter la capacité d'effacement qu'on a chez le résidentiel, autre que, on va dire, les ballons d'eau chaude qui sont déjà utilisés. On voit par exemple, côté chauffage électrique résidentiel, qu'en fait, c'est contributeur de 40% de la pointe électrique nationale, c'est-à-dire environ 35 gigawatts, et donc qu'il y a un potentiel qui est assez fort sur la modulation. Très rapidement, juste à droite, le graphique, c'est issu des travaux prospectifs de l'ADEME qu'on a fait avec différents scénarios atteignant la neutralité carbone en 2050 pour montrer la part de la flexibilité qu'on attend sur les consommations à l'horizon 2050. Donc 2020, c'est ce qui est réalisé, c'est ce qui était déjà réalisé. 2050, c'est la flexibilité qu'on appelle, on va dire en quelque sorte, sur ces consommations de manière à pouvoir boucler à 2050 en fonction des scénarios. Donc on voit qu'on a un appel qui est quand même plutôt important selon les scénarios, par exemple sur le chauffage, qu'on ne faisait pas appel spécifiquement en 2020.
Et donc, on a une part plus importante, très importante en 2050 pour pouvoir faire cet équilibrage global. Dernier point sur la slide suivante, c'est sur le côté économique. Donc là, je vous ai parlé un petit peu du côté technique. Le but de la flexibilité, outre passer des contraintes et permettre d'équilibrer en tout instant le système électrique, c'est aussi de pouvoir bénéficier de tarifs avantageux pour la consommation d'électricité. Donc là, sur le graphique, je vous ai repris les mêmes, enfin, il y a 3 journées. Donc, il y a la même journée au milieu du 24 juin. C'est l'évolution des prix spot. Donc, les prix spot étant les prix du marché de l'électricité définis pour une livraison le lendemain. Donc on voit l'évolution au sein de la journée et on voit que on a de l'électricité qui est un peu plus chère le matin et un peu plus chère le soir, mais qui descend très fortement au cœur de journée parce que justement on a cet excédent de production par rapport à la consommation. En fait, c'est pour ça que sur la journée que je vous ai montré, il y a eu un écrêtement de la production solaire. C'est parce qu'il n'y avait pas de débouché sur cette production solaire, avec des prix qui tombent du coup très bas, même à zéro. Ils peuvent même passer en dessous de zéro. On voit sur la journée du lundi qu'il y a des prix qui ont été définis en négatif en cœur de journée. Donc l'objectif de cette flexibilité, c'est également aussi pour le consommateur d'aller capter des prix moins chers pour sa consommation, en décalant sa consommation là où les prix sont moins chers. Et pour les producteurs aussi, d'éviter d'avoir ces épisodes de période de prix négatifs qui nécessitent un écrêtement et donc une perte de production et une perte de rentabilité pour les installations. Donc voilà, j'en ai fini sur cette partie flexibilité. Qu'est-ce que la flexibilité? Quel est son intérêt? Le message, on va dire, global de l'ADEME, c'est de se dire qu'il faut absolument prioriser cette flexibilité dans l'équilibrage du système électrique avant de faire appel à d'autres moyens, et notamment des moyens de stockage. Plus grande flexibilité permet de minimiser du coup ces besoins de stockage, et je laisse la main à Pierre pour poursuivre sur ce point-là. En effet, pour reprendre la fin de la présentation d'Étienne, l'idée là qu'on va vous présenter du côté du stockage, c'est d'abord de repartir du besoin, c'est-à-dire que le stockage a de nombreuses qualités, de nombreux services. Sur une partie de ces services, il est en compétition directe avec la flexibilité de la demande et nécessairement d'un point de vue sobriété matière et sobriété énergétique, il y a une partie de la flexibilité qui est plus pertinente, si jamais elle est possible à mettre en place, que le stockage. Ça, on a pu le remarquer par des modélisations économiques dans le cadre de la prospective ou par des évaluations environnementales. Quelques chiffres sont rappelés ici dans cette slide. Dans des scénarios de l'exercice prospectif qui date de 2021, qui commence à avoir quelques années, mais actuellement, ça reste la référence en attente de la refonte des exercices prospectifs qui est en cours. On a pu voir que lorsqu'on avait des scénarios énergétiques avec une forte demande, euh, une forte production renouvelable et surtout une forte euh, flexibilité de la demande, derrière les besoins de stockage restaient assez limités sur le réseau électrique, même avec donc une très grande électrification. En fait, dans la plupart des cas, il n'y avait pas plus de batteries que ce qui était développé actuellement sur le système électrique français, du fait que les flexibilités intrajournalières en fait étaient très développées par les différentes pilotabilités qu'a évoqué Étienne sur les slides précédentes. Par contre, ce qui est plus structurel, en effet, c'est les flexibilités long terme qui font appel à d'autres types de stockage. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents points du graphique ici, mais on vous l'a projeté pour vous montrer les grandes tendances. En fait, si jamais on a moins de flexibilité de la demande, dès lors, en fait, on peut avoir du déploiement de stockage qui est très significatif, de l'ordre de plus de 10% du parc installé en termes de puissance. Par contre, si on a une demande flexible, alors moins de développement ENR avec plus de nucléaire, dès lors, les besoins économiques de stockage se font ressentir.
Ça, voilà, c'est d'un point de vue prospectif et en lien avec la flexibilité de la demande. Maintenant, si jamais on s'intéresse à ce qui se passe actuellement, hors prospective, eh bien, on voit que l'espace économique pour le stockage, batterie, il est très important à l'heure actuelle, avec en 5 ans une émergence de tout ou rien, plutôt d'1,5 gigawatt et un peu plus en termes de capacité en énergie stockable sur la France hexagonale, sans soutien public, juste puisque les stockages en fait sont matures, sont rentables sur leur marché d'application et permettent donc d'optimiser le système électrique sur certains types de fonctionnement. Et ça, essentiellement aussi lié au fait que le prix des batteries a énormément chuté ces dernières années, le prix des batteries lithium-ion, lithium fer phosphate, notamment lié à la production des véhicules électriques, qui a donc amené à des surcapacités de production et aussi de l'industrialisation qui a rendu donc ces technologies très accessibles et donc très compétitives pour se placer sur le réseau électrique. Sur le point de vue environnemental, donc c'est des choses qui sont tout à fait décorrélées, puisque ça rentre pas dans le critère économique, mais ça on pourrait y revenir dans les slides suivantes. Là, c'était plus pour montrer la dynamique qui est en cours. Ça doit pas nous faire oublier que le parc batterie il reste dans un environnement qui est aujourd'hui dominé par les steppes en termes de puissance et même de capacité de stockage absolue dans l'Hexagone. Donc ça, c'est un graphe qui a été publié par Observer, qui reprend régionalement donc les différentes capacités qui sont déployées en France à date du troisième trimestre 2025, qui rappelle voilà que les actifs historiques en France restent les steppes et restent très importantes. Et voilà, j'imagine que vous aurez l'occasion d'en parler dans d'autres présentations, mais la relance de chantier sur les steppes, c'est un enjeu sur le stockage en France qui est particulièrement structurant, puisqu'on parle d'infrastructures de stockage qui voilà, ont des durées de vie supérieures à 50 ans, qui ont des durées spécifiques de décharge qui sont bien supérieures aux batteries électrochimiques et qui permettent d'avoir des services structurels qui sont très importants pour des flexibilités moyen terme, voire long terme dans certains cas, qui sont particulièrement intéressantes pour répondre à des phénomènes de variabilité de la production euh, qu'on rencontre donc actuellement et qu'on va continuer à rencontrer dans le futur. Une autre dynamique qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur le réseau basse tension, avec comme l'a rappelé Étienne, une forte dynamique côté autoconsommation. Là, sur cette slide, je vais vous parler d'autoconsommation avec stockage. Euh, jusqu'il y a peu, on voyait relativement un faible nombre d'installations qui avaient du photovoltaïque plus des batteries lors de son installation, du fait que les batteries restaient chères et les tarifs de réinjection du surplus d'autoconsommation du côté résidentiel restaient très attractifs. Euh, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que ça a pas mal changé donc suite à la réforme de l'arrêté S21 avec une division pas loin de par trois du prix de rachat à l'injection du surplus, qui fait que il peut commencer à se trouver des modèles économiques où le stockage peut commencer à devenir intéressant pour maximiser son taux d'autoconsommation. Et donc ça, on le voit par la courbe orange qui montre le pourcentage des nouvelles installations dans le trimestre qui ont couplé du stockage à l'installation donc photovoltaïque sur le réseau basse tension. Euh, voilà, faut aussi rappeler le fait que c'est des données déclaratives qu'Enedis jugeait voilà partiellement fiable puisque il n'y a pas d'obligation de déclaration pour certains types de stockage. Donc on peut même se dire que cette proportion elle peut être un petit peu sous-estimée en tout cas de l'interprétation qu'on en fait côté ADEME. Donc ça montre une dynamique, voilà, avec actuellement presque 14% des nouvelles installations d'autoconsommation qui incluent du stockage. Euh, et donc ça montre un espace économique important pour les batteries. Maintenant, si on passe côté environnemental,
C'est un sujet qui est un peu dans tous les esprits, je pense, l'impact environnemental des batteries, même si on manque parfois de chiffres de référence. Autant on a une idée assez claire de ce qui se passe à la fabrication, en impact environnemental côté climatique, autant sur la partie usage, c'est un peu moins clair, puisque les manières d'utiliser le stockage sont très distinctes, très différentes. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet-là à l'ADEME, en travaillant avec Artelis côté modélisation électrique et Jinko 21 côté caractérisation ACV, pour évaluer quels sont les impacts des stockages batteries lorsqu'on les fait fonctionner sur différents modes de fonctionnement, euh, qui sont synthétisés ici dans cette slide. Alors, évidemment, on ne va pas parler de tout, puisqu'on n'a pas le temps. Je vais juste vous parler en quelques slides assez rapidement du deuxième système, puisque je vous ai présenté voilà, un graphe juste avant sur l'autoconsommation. La question qu'on s'est posée côté autoconsommation, c'est concrètement, est-ce que ça a un intérêt d'un point de vue environnemental de rajouter une batterie dès lors qu'on a un panneau photovoltaïque, en prenant en compte tout ce que ça implique sur le réseau électrique de renforcer son autoconsommation via une batterie. Je vais passer assez rapidement sur les hypothèses, puisque je pense qu'on a relativement peu de temps. Je vous ai parlé du système. Ici, je veux juste vous montrer quel type de variantes ont été étudiées. D'une part, de regarder uniquement un panneau photovoltaïque. D'autre part, de regarder ce qui se passe lorsqu'on associe un stockage qui est uniquement optimisé sur l'autoconsommation. C'est-à-dire que la batterie ne va pas soutirer sur le réseau électrique en dehors de ses besoins auxiliaires pour faire de l'optimisation marché. Par contre, c'est ce qu'elle va faire sur le système 3. Le système 3, la batterie va être utilisée en plus pour réaliser un cycle supplémentaire qui est optimisé sur la base des signaux prix du marché pour maximiser la valeur de la batterie. Les hypothèses, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais vous avez accès à toute l'étude et aux hypothèses sous-jacentes en tapant autoconsommation, ACV stockage, ATEM. Ça se retrouve très facilement. On a fait pas mal de valorisation de cette étude. Ici, c'est juste pour vous montrer quelques résultats clés, pour vous montrer un mode de fonctionnement de la batterie déjà avec ce graphe pour que ce soit plus clair, avec la batterie qui est en brun, le solaire en jaune et l'interaction réseau en gris, mais surtout pour montrer qu'est-ce qui se passe en marginal sur le système électrique dès lors qu'on rajoute une batterie. Les histogrammes, en fait, à droite, permettent de voir les productions qui sont évitées donc, en marginal sur les réseaux français. Ça a été une hypothèse méthodologique importante. Au niveau du gaz, au niveau du charbon, dès lors que la batterie est rajoutée, en fait, on évite plus de charbon grâce au positionnement sur des heures particulièrement critiques pour le système électrique. Par contre, du fait des pertes, on va éviter moins de production sur le réseau par l'ajout du système d'autoconsommation. Et donc, ça fait qu'en fait, il y a différents impacts qui vont s'équilibrer du fait déjà qu'on rajoute des pertes au système, mais en même temps, on favorise le placement sur des heures avantageuses. Et d'autre part, on rajoute de la production d'équipement du fait qu'on a produit des batteries. Et donc, si c'est difficile de faire une valorisation de CV en 3 slides, mais je vais quand même essayer de le faire. Ici, le message qu'on souhaitait juste rappeler sur cet ACV, pour sauter directement en conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie claire des systèmes qui étaient faits via cet ACV. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que rajouter une batterie en autoconsommation dans le résidentiel, ça soit particulièrement un geste pour l'environnement, puisqu'en fait, on n'a pas de gains significatifs qui ont été montrés. Et d'autre part, on ne peut pas dire que ce soit non plus tout à fait dommageable pour l'environnement, puisqu'on reste dans la marge d'incertitude. Ça reste un point qui nous semble important du coup à rappeler, c'est que on n'est pas sur un gain significatif sur les impacts environnementaux. Actuellement, c'est uniquement une logique environnementale, une logique économique justement, qui est constatée sur ces stockages, à contrario du développement du PV,
où là, par contre, on voit l'impact environnemental bénéfique tout à fait direct. Si jamais il y a des questions là-dessus, on pourrait y revenir. Je pense qu'on a dépassé le temps alloué, donc on va peut-être passer juste sur la slide de conclusion, notre présentation commune avec Étienne. Là, j'ai juste rappelé quelques points en vert côté stockage, que actuellement il y a un espace économique qui est très fort pour les batteries, avec l'impact environnemental qui reste affiné suivant les cases. Ça reste des méthodologies assez compliquées pour évaluer l'impact environnemental des stockages, plus compliqué que pour les filières de production. Par contre, il y a des questions qui se posent sur les enjeux de rentabilité. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais actuellement, les batteries, elles se rémunèrent essentiellement sur des services systèmes qui n'ont pas une profondeur une profondeur de marché qui est infinie. Donc ça sera analysé dans les années suivantes pour voir si les stockages restent aussi dynamiques en termes de développement. Et sinon, à l'ADEME, ce qu'on suit beaucoup, c'est les développements de stockage à plus longue durée de décharge. Voilà, des stockages thermiques, des stockages air comprimé, des stockages Redox Flow. Ça, c'est d'autres technologies qui sont particulièrement stratégiques pour la suite du développement du système électrique. Et Étienne, je te laisse peut-être conclure sur la partie droite. Ouais, du coup, très rapidement pour conclure, on a vu le potentiel technique et économique important de la flexibilité, parce que c'est des gisements qui sont importants, qui sont disponibles, des coûts d'activation qui sont faibles, avec des technologies matures, notamment quand on a déjà investi, on va dire, sur de la maîtrise de l'énergie, parce que les outils qui nous permettent de faire de la maîtrise de l'énergie sont les mêmes qui nous permettent d'activer de la flexibilité. Il y a une plus-value environnementale qui est très importante, mais il y a des enjeux d'appropriation aussi importants, puisque effectivement ça demande à modifier sa façon de consommer, sa façon d'organiser, on va dire, un petit peu son temps, et c'est aussi un enjeu tarifaire pour le consommateur, parce que c'est aussi des questions de lisibilité d'offres tarifaires, pour pouvoir un petit peu comprendre ce qui est demandé aux consommateurs, sur quelle plage tarifaire c'est le plus important de consommer, pour que ça puisse être bénéfique pour le système, et surtout aussi pour lui et pour son portefeuille. Merci beaucoup de vous être livré à cet exercice très contraignant de nous résumer toutes les études que vous menez au quotidien sur les besoins de flexibilité de stockage. Ça a fait réagir pas mal de personnes, notamment dans le chat. Et bien sûr, pour rappel, il y aura donc un replay de ce déjeuner sur notre chaîne YouTube Grand Est 100% ENR, avec effectivement, nous vous mettrons en lien les études qui ont été évoquées, qui ont été menées par messieurs Sacher et Latimier, menées par l'ADEME. Vous les aurez en lien également, elles sont accessibles. On va pouvoir prendre, je pense, les questions, parce que je pense que vous avez terminé. J'espère que je ne me suis pas avancée trop vite. Ok, Oui, tout à fait. super. Alors, je vais revenir un peu au début. Une question très intéressante, alors de Monsieur Jouet. Quel est l'avis de l'ADEME entre le déploiement de batteries à l'échelle individuelle versus à l'échelle un peu plus industrielle, avec d'autres usages comme les services systèmes? Vous l'avez un peu évoqué en conclusion, mais peut-être que vous pouvez développer un petit peu plus. Ouais, tout à fait. Sur ce point-là, euh, on a pour l'instant un petit peu des réserves sur la mutualisation des capacités de batterie à l'échelle très individuelle en termes de plus-value pour le système électrique. C'est-à-dire que actuellement, ce qui se passe, c'est que les batteries, elles sont basiquement optimisées sur la, l'optimisation de l'autoconsommation à l'échelle individuelle euh, par facilité. Alors, il y a des entreprises qui se positionnent pour proposer des services d'optimisation plus complexes sur les batteries, qui du coup permettent d'avoir plus de plus-value pour le système électrique de l'opération des batteries sur le BT. Mais ça reste, à notre connaissance en tout cas, minoritaire pour l'instant. Donc en fait, si jamais on doit comparer la même capacité totale de batterie à l'échelle individuelle ou à l'échelle plus industrielle
sur le réseau HTA. C'est vrai qu'on voit plus d'intérêt à un développement centralisé pour être justement en capacité d'optimiser tout à fait ces stockages-là et en plus d'avoir une certaine sobriété matière via l'optimisation et une sorte d'effet d'échelle de ces batteries-là. Ensuite, maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi une problématique complexe sur l'optimisation du foncier, puisque derrière, lorsque on est au niveau résidentiel, on n'a pas des problématiques de consommation d'espace, tandis que sur des problématiques industrielles, là, on peut rencontrer ce sujet-là. Néanmoins, les batteries restent très peu consommatrices de foncier, si on ramène ça à une unité de puissance. Donc c'est pas un enjeu majeur comparé à d'autres consommations de foncier qu'on constate sur la production d'énergie. Donc voilà, il y a différents messages sur ce sujet-là. On attend de voir ce qu'il est possible de faire sur l'optimisation des stockages résidentiels aussi pour voir si jamais on est amené à se tromper dans le futur et que ces stockages-là peuvent être mieux optimisés. Mais actuellement, pour l'instant, c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire sur le milieu décentralisé et peut-être favoriser la centralisation des stockages pour avoir des actifs bien mutualisés et qui peuvent se positionner sur toutes les valorisations qui sont attendues de la part d'un stockage pour le réseau électrique. Merci beaucoup. Euh, une question plus simple avant d'enchaîner sur d'autres questions plus complexes. Est-ce qu'il y a des subventions en cours au niveau de l'ADEME pour subventionner les systèmes de stockage ou de développement de la flexibilité? Est-ce que vous êtes en mesure de nous éclairer là-dessus? Tu veux la prendre, Étienne? Ouais, bah, je peux déjà, on est en clôture là d'un gros programme qui est France 2030 sur lequel il y avait pas mal de thématiques suivies, notamment une stratégie autour des technologies avancées des systèmes énergétiques sur lesquels on a effectivement suivi, on a soutenu et on est en cours de suivi de nombreux acteurs qui travaillent sur des projets visant, on va dire, à massifier la flexibilité ou le recours, on va dire, des solutions de stockage pour rendre des services au réseau, des services au système. Donc, c'est des appels plutôt liés innovation. On a aussi des guichets, des lignes sur la recherche. Voilà, alors le prochain sera, la prochaine ouverture sera début 2027. Euh, donc, qui nous permettent effectivement voilà, de soutenir un petit peu ces projets-là de recherche et d'innovation sur ces sujets-là. Euh, voilà, sachant que l'objectif quand même est de faire un soutien, un appui sur l'innovation, sur la recherche. Ça veut dire que tout ce qui est, on va dire, technologie mature, on va essayer de pousser un petit peu des solutions, d'aider à la valorisation, mais c'est vrai pas forcément d'apporter du soutien parce qu'on estime que le marché, enfin, la technologie est prête à intégrer le marché et que voilà, si c'est des modifications réglementaires qui permettent d'aider la pénétration des solutions. Voilà, c'est pas l'ADEME qui gère ça, mais qui va, on va dire, on va souligner l'intérêt pour la filière globale des systèmes. Sinon, sur les sujets très spécifiques, techno, stockage, Pierre, si tu as des points à rajouter. Non, non, pas de point à rajouter du fait qu'on fait remonter, c'est pas un secret depuis plusieurs séances, euh, le besoin d'avoir plus de démonstrateurs sur des stockages à longue durée de décharge. Euh, voilà, ensuite, c'est pas l'ADEME qui décide quels fonds sont alloués à quel sujet, et donc on connaît la tension budgétaire actuelle et il est probable qu'on n'ait pas de nouveaux guichets dans les années, en tout cas cette année-là. Mais on fait remonter la priorité pour les années à venir et on espère que ça changera.
en soutien vers l'innovation, ce qui est le propre effectivement de l'ADEME. On a effectivement là des questions, je vais essayer de regrouper sur les questions de la flexibilité de la consommation. Je vais regrouper deux questions en une là pour essayer de vous proposer d'y répondre de façon globale. Alors, la première partie de la question, ce serait qu'est-ce qui justifie une arrivée tardive des heures creuses méridiennes qui pourtant étaient déjà facilitées par le déploiement du Linky, puisqu'on a des prix négatifs depuis 2023. Est-ce que le déploiement de ces heures creuses méridiennes n'est pas le moyen le plus facile et le moins onéreux de faire de la flexibilité par rapport au stockage? Et d'un autre côté, on a des intervenants qui se posent la question sur notre capacité d'avoir une organisation très flexible de la consommation électrique en journée, notamment. Par exemple, si on prend l'exemple de la voiture électrique, avec la flexibilité, on se pose la question, est-ce qu'il est crédible de compter sur une recharge de beaucoup de véhicules électriques en journée alors qu'on n'a pas de quoi se brancher à proximité de son travail. Donc je pense que ça fait référence aux prospections que vous avez évoquées sur les besoins en flexibilité dans l'avenir. Si vous voulez peut-être nous proposer une Mm. réponse un peu globale là-dessus. Oui, bah alors sur le premier point, vous avez tout à fait raison, c'est qu'on a on a les outils à disposition pour pouvoir faire de la tarification plus dynamique et notamment proposer plus de plages tarifaires. Euh, alors, on va dire que le temps qui a été mis pour arriver à ces évolutions et l'arrivée des heures creuses méridiennes, c'est plutôt du cheminement réglementaire. Le temps, on va dire, de valider la possibilité de le faire, de valider les profils, de faire des tests sur déjà une partie de la population pour voir si il y avait un impact positif à l'arrivée de ces tarifications-là. Et puis, bah, voilà, le but après, le temps, après que ça se soit validé et que ce soit généralisé, sachant que ce n'est pas encore totalement une généralisation. Côté ADEME, on souligne depuis pas mal de temps la nécessité effectivement de faire évoluer ces tarifications de manière à ce que ça corresponde mieux à l'évolution de la plage de production, de la courbe de production française. Effectivement, les heures négatives, après négatives, arrivent déjà depuis quelques années, et puis même avant qu'elles tombent sur négatif, on avait des heures déjà bien moins chères en cœur de journée avec l'arrivée du solaire. Euh, donc voilà, et c'est tout à fait la façon la plus facile parce que la construction des heures creuses fait qu'il y a des actifs qui sont pilotables derrière, donc qui permettent d'activer les flexibilités sans même demander, on va dire en quelque sorte, un effort ou une action du consommateur. Donc c'est bien ce qu'il y a de plus facile, effectivement. Euh, et sur la possibilité d'avoir une consommation globale un peu plus flexible pour les usages qui ne sont pas pilotés directement par les heures pleines heures creuses, effectivement, la question du véhicule électrique. Euh, alors, déjà, il faut garder en tête que le potentiel, la puissance potentielle et la capacité potentielle de ces actifs-là sont vraiment énormes et qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% des actifs qui sont pilotés pour pouvoir avoir une modulation efficace du réseau. Euh, et effectivement, pour le véhicule électrique, bah, c'est de faire appel aux véhicules qui sont branchés en cœur de journée pour pouvoir se recharger de préférence en cœur de journée, donc ceux qui ont accès à une prise en cœur de journée, pour pouvoir bénéficier de la cloche solaire. Et pour les véhicules qui ne sont chargés et qui ne sont branchés que pendant la nuit, le but de la flexibilité, c'est aussi juste de dire que la charge ne se déclenche pas au moment où le branchement est effectué à 18 heures quand on rentre chez soi, parce que c'est également le moment où la pointe de consommation apparaît, et que au lieu de ça, il soit en fait lissé au cœur de la nuit et qu'il soit plutôt décalé en cœur de nuit quand les consommations sont plus faibles et qu'on a quand même des disponibilités de production en cœur de nuit. Donc voilà, en fait, la flexibilité est assez simple à mettre en œuvre sur ce genre d'actifs que sont les véhicules électriques qui sont en fait disponibles pendant une grande partie de la journée, que ce soit en cœur de journée ou uniquement pendant la nuit. C'est plus difficile à mettre en œuvre sur du chauffage, par exemple, parce que le chauffage, bah, ça répond quand même à un besoin ponctuel.
Donc là, les stratégies sont un petit peu différentes. Ce sera plutôt de faire des effacements un peu courts de chauffage de manière à pouvoir, on va dire, récupérer de la capacité sur une petite période sans jouer trop sur le confort de l'usage et de ressentir, on va dire, une baisse trop importante de la température intérieure. Donc voilà, les stratégies sont plutôt larges. Et voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir accès à 100% des actifs, mais seulement une partie. Ça permet déjà de faire de la gestion efficace. Merci pour cette réponse très complète. On en a une dernière, je pense. Donc, il y a une question par rapport on va dire, non-bénéfice environnemental des batteries. Et les deux questions que je regroupe en une seule, ce serait qu'en est-il des bénéfices environnementaux des batteries hydrogène? Et second point, qu'en est-il des bénéfices environnementaux des batteries colocalisées sur les parcs éoliens et solaires de taille industrielle? Est-ce que vous avez réalisé des études là-dessus? Alors, pour les batteries hydrogène, du coup, stockage hydrogène via électrolyse et piles à combustible, c'est pas, il n'y a pas de modèle d'affaires actuellement puisque du coup, ça revient à du stockage long terme. Et actuellement, le stockage long terme, il n'y a pas de nécessité sur le réseau électrique, ou du moins on se repose sur les centrales thermiques pour le faire, qui restent compétitives. Mais si jamais on se plaçait dans une situation où on aurait recours aujourd'hui à du stockage hydrogène, l'impact environnemental, il serait assez mauvais du fait du rendement, en fait, comme le rendement de la chaîne est très faible. C'est à peu près certain que ce serait pas intéressant. Par contre, si on se met dans une prospective où, en l'absence de ces stockages, euh, on aurait donc une perte de la production associée, euh, et bien derrière, ça pourrait être intéressant, potentiellement. Il faudrait faire l'étude, et donc c'est un peu trop prospectif pour l'instant. Et pour l'autre question sur est-ce que c'est valable les conclusions de la l'ACV qu'on a faites sur le milieu résidentiel, est-ce que c'est valable sur des parcs batteries colocalisés avec la génération NR? Je dirais plutôt non, du fait que parfois les batteries sont colocalisées avec de la génération NR pour faciliter le raccordement ou pour augmenter la puissance de la génération UNR. Et donc, en l'absence de stockage, on aurait eu moins de génération au global renouvelable. Et donc ça n'a pas été pris en compte dans l'étude, puisque derrière, il n'y a pas cette problématique-là sur le résidentiel. Et donc ça représenterait un autre service que permet l'intégration du stockage. Et peut-être juste pour conclure, c'est là les conclusions qu'on a faites. Voilà, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les différentes hypothèses. Euh, je vais peut-être vous partager le lien de l'étude là dans le chat. Mais c'est vraiment intéressant ensuite de regarder les différentes hypothèses qui sont faites, euh, notamment d'un point de vue modélisation électrique, puisque vous verrez dans les limites, on peut voir aussi différents types d'évolutions sur le marché de l'élec qui feront que ça sera à la hausse ou à la baisse les impacts. Je vous mentionne ça juste pour dire que modélisation ACV des services apportés par le stockage, c'est vrai que c'est d'une très forte complexité pour ensuite trouver des conclusions. Très bien. On va prendre vraiment deux petites dernières questions pour essayer de pas trop dépasser, on va dire, sur la pause repas. Une question sur qu'est-ce qu'on entend finalement par valorisation en service système, puisqu'on se pose la question, les steps participent au réglage de la fréquence lorsqu'elles turbinent, mais pas les batteries via leur onduleur. Est-ce que ça ne pose pas de problème? Je pense qu'il y a une... voilà. Oui, alors ici en effet, on n'a pas été explicite lorsque j'ai mentionné les services système. Je parlais des réserves primaires, réserves secondaires de rééquilibrage de la fréquence.
Là, lorsque vous parlez des steps, enfin, du service apporté par les steps, je pense que vous parlez de l'inertie, du fait des machines tournantes, ce qui en effet n'est pas le cas pour les batteries. Ils ne sont pas en mode grid forming via l'opération des onduleurs. Euh, Est-ce que ça pose pas de problème? C'est un sujet à part entière. Euh, je préfère ne pas dire oui ou non. Ça serait une excellente autre intervention. Je pense le besoin d'inertie globale pour le système électrique. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le rendez-vous est pris. Et vraiment une toute dernière question et je pense qu'on pourra ensuite remercier tout le monde. D'ailleurs, cette question, je pense qu'on pourra y répondre lors du webinaire avec Negawatt en avril, mais on vous la pose tout de même. Est-ce que vous avez des références sur le stockage chaleur intersaisonnier en France? Est-ce qu'il existe déjà des exemples pertinents à mentionner? Bien, actuellement, il y a une seule référence en France, c'est le projet Akadojac, qui est donc du stockage par sonde, mais qui n'est pas en lien avec le réseau électrique, qui est uniquement lié au réseau de chaleur de solaire thermique. Et derrière, il est possible de faire des couplages avec le réseau électrique dès lors qu'il y a de la génération de chaleur. On peut s'intéresser particulièrement à l'acteur Newitt pour ce type de couplage qui projette de faire du stockage intersaisonnier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réalisation tout à fait décidée de côté de cette entreprise. Merci. Je vois que dans le chat, l'étude sur l'ACV soulève pas mal de questions, mais je pense que pour avoir plus d'éclaircissement, il sera essentiel d'aller lire cette étude qui est très complète. Et en tout cas, j'imagine que les interlocuteurs peuvent vous recontacter s'ils ont encore des questions sur cette étude. J'imagine que vous avez vos coordonnées sont indiquées dans cette étude. Moi, j'en profite pour vous donner rendez-vous pour le mois prochain, où effectivement je m'étais trompée. Le mois prochain, on va échanger, on vous fera un retour sur là au creux un peu plus tard, quand on aura un peu plus de retour d'expérience tout simplement. Et le mois prochain, on va parler lors de notre prochain déjeuner des obligations réelles environnementales et des baux ruraux au service du patrimoine naturel. N'oubliez pas qu'on vous attend et que nos formations sont encore ouvertes le 20 février en Lorraine et le 24 février en Alsace, le 20 février sur les parcs PV au sol, les petits parcs PV au sol, et le 24 février sur l'autoconsommation collective. Pour avoir des nouvelles de nos prochains événements, que ce soit des formations ou le cycle d'information sur les systèmes de batterie de flexibilité en tant que système service pour le réseau, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et je remercie encore messieurs Latimier et messieurs Sacher pour vos retours d'expérience sur les besoins en flexibilité en stockage du réseau. Et je vous dis bon appétit à tous et à toutes et à bientôt, je l'espère. Merci, à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.